Estamos en Brie-sur-Marne, a las afueras de París, grabando una entrevista especial para Una belleza nueva. Y voy a partir esta emisión leyendo un poema de Gérard de Nerval, El desdichado. El título es en español. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte et mon luce constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé, rends-moi le Posillipe et la mer d'Italie. La fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé, et la treille ou le pampre à la rose salie. Suis-je amour ou Phébus, Lusignan ou Byron? Mon front est rouge encore du baiser de la reine. J'ai rêvé dans la grotte où nage la sirène, et j'ai 2 fois vainqueur traversé l'Achéron, modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée, les soupirs de la sainte et les cris de la fée. Gérard de Nerval. Gérard de Nerval a été un poète magnifique du 19e siècle, c'était presque le premier grand voyant de la poésie française, avant Rimbaud même. Il a vécu en lui-même une tragédie, la tragédie d'un psychisme déchiré. Il a vécu l'abîme qu'il chante ici. Il a essayé de répondre à la question de l'origine de son douleur, de sa maladie intérieure. Et il a plongé dans un voyage dans l'Achéron intérieur à travers la poésie et le mythe. Il a essayé d'expliquer ce mystère qui est notre cerveau, notre esprit, le grand mystère peut-être, à travers le mythe et la poésie. Mais il y a aussi la possibilité de chercher une explication, une réponse à ces questions difficiles à travers la philosophie, mais surtout à travers la science. Et pour parler justement de ce que c'était avant un mystère, mais qui est maintenant l'objet d'un travail très, très fort et magnifique de la neuroscience, nous sommes avec Jean-Pierre Changeux. Bonjour. Merci, M. Changeux, d'être ici à Une Beauté Nouvelle, professeur au Collège de France, et puis vous êtes aussi membre de l'Institut Pasteur, membre de l'Académie des sciences, vous avez publié L'homme neuronal, vous avez publié aussi Matière à penser, c'est un dialogue avec un mathématicien, Alain Connes, un dialogue très intéressant entre la biologie et la mathématique. Vous avez publié aussi ce livre qui est en espagnol, Razón y placer, un livre qui se demande des rapports entre le plaisir esthétique et la raison. Et puis, L'homme de vérité. Vous êtes donc un homme de vérité. J'essaye de l'être, mais je ne suis pas sûr que j'y arrive. Qu'est-ce que vous sentez quand vous écoutez le poème de Nerval? On a à la fois la perception d'un poème, c'est-à-dire une œuvre d'art, et en même temps un peu un cri de désespoir d'une personne, disons, dans un état dépressif et qui essaye de s'en sortir par tous les moyens possibles. Donc il y a un double visage, il y a celui de la poésie et celui de l'examen psychologique, voire psychiatrique. Donc c'est intéressant d'examiner les deux et peut-être même d'essayer de les faire joindre par la relation entre l'art et le cerveau. Est-ce que l'on peut joindre une réflexion sur l'art et sur le cerveau? Et comment on peut faire ça? Oui, je pense que la neuroscience, c'est d'abord l'étude du cerveau. Cerveau dans son état normal, il existe des méthodes variées d'imagerie essentiellement qui permettent de suivre les états d'activité de notre cerveau dans diverses circonstances. À la fois lorsqu'il y a stimulation du monde extérieur, par exemple contemplation d'un tableau ou d'un paysage, et puis aussi stimulation intérieure lorsque le sujet essaye de réfléchir, s'interroge, se questionne lui-même, et dans les deux cas on peut avoir des images distinctes qui permettent de progresser donc dans la connaissance des états fonctionnels de notre cerveau et des territoires du cerveau qui interviennent de manière différente dans ces états mentaux. Donc il y a la méthode d'imagerie,
On utilise par exemple la résonance magnétique fonctionnelle, la caméra positron. Il existe aussi des méthodes d'électroencéphalographie qui sont très classiques, relativement anciennes, et qui donnent un aspect plus dynamique par rapport aux cartes qui sont établies par les méthodes précédentes. Donc il y a une animation qui permet de suivre une cinétique, par exemple, de la perception visuelle et de l'accès à la conscience. Enfin, il existe des méthodes pharmacologiques qui permettent... Un exemple peut-être? Oui, l'effet de la nicotine, l'effet de la cocaïne, l'effet du LSD, sous ces agents qui sont susceptibles de changer les états mentaux et éventuellement d'ailleurs de modifier les états de conscience même. Enfin, le cas du LSD ou de la mescaline est bien connu pour créer des hallucinations. Et ces hallucinations sont en quelque sorte des changements d'état de conscience provoqués par la drogue. Ces états peuvent intervenir spontanément, peuvent être même plus fréquents dans certains troubles mentaux. Par exemple, les schizophrènes sont la proie d'hallucinations souvent auditives, très pénibles. Donc, il peut y avoir aussi évidemment l'imaginaire qui est un état spontané plus normal ou naturel. L'inspiration poétique, la voyance, si on faisait un scanner à Rimbaud. Oui. Écrivons le bateau ivre, par exemple. Oui. Sans hashish, seulement avec la voyance. Ça serait d'ailleurs très intéressant de faire un examen attentif de l'imagerie d'un poète en train d'écrire, ce poète, ou même d'un lecteur ou d'un auditeur en train de... Éprouvant un plaisir, par exemple. Oui, un plaisir imaginaire. Oui, c'est ça. Voir ce qu'il ressent, les émotions qu'il peut avoir lorsqu'il écoute ce poème, et vraisemblablement partager ces états, je dirais, un peu dépressifs, mélancoliques, puisque c'est le terme qui est employé, et de ce fait avoir un certain nombre de territoires dans le système des émotions, le système limbique, qui se trouvent engagés. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que notre cerveau possède aussi une propriété très intéressante, qui est d'ailleurs presque unique à l'homme. Enfin, on trouve des rudiments de cette disposition chez les primates non humains, mais c'est ce qu'on appelle la capacité de lire l'esprit, de mind reading. C'est-à-dire essayer de comprendre ce que vous avez dans votre tête quand je vous regarde en face. Quand j'examine votre regard, quand je vois la manière dont votre regard c'est quoi évolue. Ça? Comment on peut décrire? Quel est le nom pour cette capacité? C'est ce qu'on appelle la théorie de l'esprit ou la capacité d'attribution, qui est évidemment très importante. L'enfant, là, des petits, ça se développe. Regarde la mer, par exemple. Alors, il y a, d'abord, cette capacité d'attribution, il faut déjà avoir la maturité suffisante chez l'enfant pour qu'il comprenne quels sont ses états, donc c'est quelques années. Et cette capacité peut être perturbée d'ailleurs dans certains troubles mentaux, comme l'autisme, où il y a une très grande difficulté chez le patient à comprendre. À empathiser. Oui, alors justement, vient ensuite un autre aspect qui est l'empathie et la sympathie, où c'est pas simplement lire les états mentaux, c'est-à-dire ce que peut penser quelqu'un, savoir ce qu'il sait. Par exemple, je sais que vous avez lu mes livres, ou je fais l'hypothèse que vous les avez lus puisque vous en parlez. J'en ai plein de signés, j'ai beaucoup travaillé, monsieur Changeux. Donc je vous attribue des états mentaux, des connaissances sur mes livres, mais je peux aussi, par exemple, très tôt avoir, je dirais, un sentiment de sympathie, par exemple, pour le Chili, que j'ai pu visiter en d'autres temps, qui est un pays qui est
très francophile et que les Français aiment aussi beaucoup. Oui. Et donc avoir une émotion partagée, vous voyez, donc une empathie. Et alors là, le bébé... Quelle est la différence entre sympathie et empathie, peut-être? L'empathie est relativement neutre, c'est-à-dire que on peut, par exemple, percevoir les états de souffrance d'une personne et les comparer aux siens. Hein, bon. La sympathie, c'est lui apporter un secours, en quelque sorte, faire en sorte que cette souffrance cesse. Hein, parce qu'on peut voir quelqu'un souffrir et dans certains cas, je dirais pathologiques, y trouver, non pas du plaisir, mais enfin, ne pas y trouver d'objection, c'est-à-dire ne pas cesser de faire souffrir, ce qui est d'une disposition quand même naturelle. Des criminels, peut-être, des pédophiles, n'ont pas le sentiment de... Oui, ce qu'on appelle les psychopathes. C'est un trouble mental qui peut être soit d'origine génétique, soit entraîné par un environnement social précoce qui traumatise en quelque sorte le jeune enfant et qui va se poursuivre par, chez l'adulte, des troubles mentaux, entre autres cet aspect-là. C'est le tueur en série, c'est certains pédophiles violents ou des choses de genre qui, justement, vont manquer de ce que l'on appelle l'inhibiteur de violence. Hein, c'est-à-dire que spontanément, d'ailleurs ça existe aussi chez l'animal, lorsque Konrad Lorenz l'avait montré chez le chien, lorsqu'un un chien fait souffrir un autre chien, le chien qui souffre peut montrer des signes particuliers, comme baisser la tête, etc., qui font cesser l'agression par l'autre chien. Donc il y a des mécanismes d'empathie. Oui, alors là c'est plutôt de la sympathie. De la sympathie. C'est-à-dire qu'il y a à la fois empathie, on reconnaît la souffrance, et en même temps on la fait cesser, c'est la sympathie. Vous-même parlez d'une évolution de sentiment d'empathie au genre humain, c'est-à-dire il y a eu... je pense que cet aspect de sympathie, si vous voulez, est très précoce, parce que ça existe chez l'enfant et sa mère, par exemple. Oui, il y a une sympathie réciproque. Et donc, c'est une disposition qui me paraît plus précoce que la théorie de l'esprit ou la théorie de l'attribution des états mentaux, si vous voulez. Normalement, on dit que ce que prêchait Jésus, aimez-vous les uns et les autres, cet amour chrétien original. Ah non, mais il n'est pas chrétien original spécialement. Non, on le trouve dans diverses civilisations. Le sentiment de l'amour à l'autre. Oui. C'est pas historique, donc, c'est biologique, ça. C'est-à-dire qu'il y a des dispositions qui ont été renforcées par certaines traditions philosophiques ou religieuses. On le trouve d'ailleurs dans... donc c'est naturel, dans le confucianisme. Oui, je pense qu'il existe des dispositions morales spontanées chez tous les êtres humains. Je dirais que c'est presque caractéristique de l'espèce humaine et de la vie en société. Je pense que c'est indispensable pour qu'il y ait une mise en harmonie entre les individus dans le sein du groupe social, et que aussi ils coopèrent. C'est-à-dire et cet aspect de coopération au sein du groupe social est évidemment très important pour la survie du groupe. J'ai lu un livre de Francisco Varela, vous connaissez le neurobiologue chilien? Oui, j'ai beaucoup d'admiration pour lui, j'ai beaucoup d'amitié. Il a disparu d'ailleurs trop précocement. Je lui ai fait deux interviews. Quel souvenir vous gardez de Varela? Ah, moi j'ai un excellent souvenir sur le plan de ses idées sur la conscience, par exemple, que je partage très largement, et puis aussi cette vision très humaniste des relations entre individus. Bon, je ne partage pas tout à fait son adhésion pour le bouddhisme tibétain, je sais. Mais après tout, chacun a ses... Vous êtes plus matérialiste, plus sceptique, peut-être plutôt. Oui, je dirais, j'essaye d'éviter de m'engager dans des structures ou dans des dispositions qui me contraindraient. Dans des croyances, peut-être. Oui, enfin, qui ne me laisseraient pas ma liberté de penser, ma liberté de critique et ma liberté de choix. C'est-à-dire que je n'aime pas avoir des choix imposés. Je préfère les choisir librement, en connaissance de cause, sachant que c'est parfois très difficile, dans certaines situations, entre autres
pour des questions d'éthique, de faire des choix sans se référer à certains corpus doctrinaires. C'est là ce que je voulais vous demander. Varela a écrit Éthica y Acción. J'ai vu dans ce livre l'intérêt de peut-être fonder une éthique sur la biologie ou sur la neuroscience. Oui, c'est possible ça? Bien entendu, j'ai développé d'ailleurs cette idée dans un livre avec Ricoeur que vous n'avez pas mentionné. Oui, on va parler de ce livre, hein, de toute façon, cette rencontre. Qui est une rencontre intéressante, qui justement était celle d'un éminent philosophe moraliste, je pense que le plus important que nous ayons eu au cours des récentes années, et moi, qui à la fois était neurobiologiste et président du comité d'éthique. Donc, évidemment, après 5 ou 6 ans d'exercice de ce métier difficile, enfin, c'est pas un métier, c'était juste une fonction à temps partiel que j'exerçais en même temps que mon travail scientifique. Donc, je me suis posé la question des bases qui font que je prenais telle ou telle décision, sur quelle base quel choix était fait en ce qui concernait les questions d'éthique. Donc j'étais amené à réfléchir en neurobiologiste et en rationaliste sur l'éthique et ses fondements naturels. Donc, quels seraient les fondements naturels de l'éthique? Justement, nous venons d'en dire quelques mots. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs aspects qu'il faut prendre en considération. Il y a d'abord un certain nombre de dispositions comme notre capacité d'avoir un espace conscient, la conscience, c'est la conscience de soi, la conscience des autres. Ces dispositions de sympathie et d'empathie qu'on vient de mentionner, mais aussi et surtout, c'est très important, la capacité que notre cerveau a d'incorporer l'histoire culturelle. Je pense que j'ai eu un débat autrefois avec Jean-Pierre Vernant lorsque il était encore parmi nous. Et après un séminaire que j'avais fait sur le cerveau, il était dans l'auditoire. Il dit « Ah, bravo, je trouve ça très intéressant, c'est magnifique, mais il y a une omission très grave dans tout ce que vous venez de dire. Je ne vois pas où est l'histoire. » Dans tout ce que vous me dites. Alors, je lui ai répliqué, bien sûr, l'histoire, d'abord, c'est le cerveau qui l'a fait, et puis ensuite, elle est elle-même incorporée, j'aime bien ce terme. Mais comment elle est incorporée, l'histoire de cerveau ? Incorporée par l'apprentissage, et en particulier dans toutes les périodes qui suivent la naissance, même déjà un peu avant la naissance, puisque le nouveau-né est capable de distinguer la voix de sa mère dès le premier jour, en quelque sorte, d'une voix étrangère. Donc, il y a déjà un apprentissage in utero très modeste, mais c'est surtout après à la naissance que se situe une période d'apprentissage fondamentale qui dure d'ailleurs 15 ans. Et cette période, ça correspond à la mise en place de près de 50% des connexions entre nos cellules nerveuses, entre nos neurones, ces synapses. Les synapses. Il y a un doublement du nombre de synapses après la naissance. Alors, comme vous savez que nous avons des millions de milliards de synapses dans notre cerveau, pendant cette mise en place progressive de ces synapses, l'état d'activité du réseau va élaguer certaines connexions, en stabiliser d'autres. C'est ce que, avec Antoine Danchin, nous avons appelé la stabilisation sélective des synapses. Et c'est une manière pour l'environnement d'entrer dans le cerveau et d'y laisser des traces et d'introduire ce que j'ai appelé des circuits culturels. Voilà, donc, circuits culturels neuronaux. Oui, bien sûr, des circuits culturels. Ça sonne un peu bizarre. Des circuits neuronaux ou neuroculturels. Si neuroculturels, oui, le type même, c'est les circuits de l'écriture. Alors tout est neuronal, la réalité complète. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par tout est neuronal. Non, il y a le monde qui nous entoure. Ah oui. Mais le monde en dehors de nous-mêmes, ça n'existe pas. Si ce monde existe, bien entendu. Mais à travers à travers notre cerveau et l'expérience que nous en avons. Donc, pour terminer sur cet aspect de l'acquisition du langage, de l'écriture, des règles de conduite, de l'histoire à la fois de la société à laquelle on appartient et puis l'histoire de la pensée, l'histoire
de la littérature, de l'art, etc. Cette internalisation est évidemment extrêmement importante dans nos jugements. Hein, c'est-à-dire qu'ils se mettent en place, j'appelle ça des circuits culturels, mais enfin on pourrait appeler ça autrement, des mémoires à long terme. Hein, et ces mémoires à long terme, elles vont avoir accès à l'espace conscient. Et lorsque nous délibérons, hein, c'est-à-dire lorsque nous manipulons intentionnellement les représentations que nous formons dans notre espace conscient, eh bien ces mémoires à long terme vont évidemment jouer un rôle très important. Un exemple? Un exemple. Qui soit clair, c'est-à-dire net. Ce que vous dites. Oui, d'abord, je trouve que l'exemple le plus intéressant, c'est l'utilisation du langage écrit. Hein, c'est-à-dire que un sujet qui n'a pas accès à l'écriture, c'est un exemple majeur, ne pourra pas faire référence à des ouvrages écrits, progresser dans la lecture de ces texes. Et même la penser de manière différente peut-être. Il va articuler la pensée, non? On montre que il a une mémoire différente. Ah, une mémoire différente? Oui, ce que l'on appelle des non-mots, c'est-à-dire des mots qui n'ont pas de sens. Et il va avoir plus de difficultés qu'un sujet qui sait lire à les mémoriser. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de propriétés du cerveau qui sont liées à l'acquisition de l'écriture et qui vont modifier certaines capacités chez le sujet. C'est un exemple, je dirais, un peu grossier, mais qui est évident. Maintenant, en ce qui concerne un jugement moral, par exemple, prenons le cas des cellules souches, il est évident que je vais prendre en considération ces nouveaux progrès de la connaissance scientifique, hein, et ces capacités que ces cellules ont, par exemple, à se développer, se diviser et à se différencier. Alors tout de suite, je vais avoir en tête des applications possibles, parce que je sais qu'il y a des maladies dégénératives, comme la maladie d'Alzheimer, où certaines cellules nerveuses manquent. Je sais que dans le cas de la maladie de Parkinson, ce sont les neurones dopaminergiques qui contrôlent, entre autres, le mouvement, qui vont manquer. Donc, tout de suite, je vais me dire, eh ben, ces cellules vont être utiles éventuellement, je dis à titre d'hypothèse, il faut faire des recherches pour pouvoir restaurer une fonction comme celles qui sont altérées par la maladie de Parkinson, ou bien même des états mentaux bien tristement altérés par la maladie d'Alzheimer. Donc le scientifique aura en tête tout de suite ces possibilités d'application médicale. Le théologien, lui, va se référer à d'autres concepts qu'il aura acquis au cours de sa formation et de son éducation. D'où si vous voulez, d'abord, la prise en compte de cet acquis culturel dans nos jugements, mais aussi, évidemment, des différences de jugement qui peuvent éventuellement exister. Je cite ces deux exemples, ils sont caricaturaux. Alors, comment s'en sortir? Alors, voilà, la question, si comment s'en sortir? Ouais. Comment s'en sortir? Eh bien, justement, moi, j'ai eu cette expérience, parce que dans un comité d'éthique, on a en face de soi des théologiens, on a aussi des représentants d'autres du Parti communiste. Ah, du Parti communiste. Au comité d'éthique? Oui, il y avait, à l'époque, quand j'y étais, il y avait un philosophe qui faisait partie des familles des pensées. Et à l'époque, le marxisme, bon, ça peut être des mouvements humanistes, maçonniques ou autres, ça peut être des islamites. Oui, juifs, oui, bien sûr, les différentes familles de pensée étaient présentes. Bon. Bon, il n'y avait pas que ça, heureusement. Hein. Enfin, il y avait... Heureusement, oui, ce mot est très important pour il y avait aussi des médecins, des juristes, et il y avait donc un débat possible. Mais je dis, il n'y avait pas que ça, mais heureusement, mais je dis aussi que heureusement, ils étaient là. Hein, c'est-à-dire que c'est très important d'avoir des points de vue, une représentativité des diverses familles de pensée qui existent dans notre société. Parce que quand on délibère sur l'éthique, on essaye de faire pour le mieux, mais il faut aussi que ça soit acceptable par les populations qui nous entourent et pour qui ces dispositions morales vont être mises en place. Donc c'est ce que Paul Ricoeur appelait l'acceptabilité. Mais
ce que je vais vous dire qui est très important, c'est que cette mise en place de normes éthiques auxquelles on doit arriver, on va faire une recommandation. Bon, nous ne sommes pas le pape, on n'est pas le président de la République, c'est-à-dire que le comité d'éthique ne va pas imposer une règle. Il va faire une recommandation. Mais pour arriver à une recommandation dans un univers aussi multiculturel, évidemment, on peut se demander si on n'y arrivera jamais un jour. Eh bien, je pense que oui. Ah oui? Et c'est ça ce que j'ai retiré de plus intéressant de mon expérience de président du comité d'éthique, peut-être aussi parce que moi-même n'avais pas d'idées préconçues. Si vous, j'ai toujours été un esprit extrêmement libre, très ouvert, et j'ai pouvais à un certain moment écouter un représentant de la religion catholique, un autre du marxisme, un autre moment un médecin ou un juriste. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce comité, un dialogue va s'établir. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est que, au fond, chacun un peu oublie son appartenance culturelle, oublie sa propre expérience, et fasse ressurgir ces dispositions qu'il a dans son cerveau, qui sont celles que chaque homme a, quelle que soit son imprégnation culturelle. Et essayer, de ce fait, par le dialogue, par les échanges de rationalité, les possibilités d'application, essayer d'arriver, je dirais, à peut-être une nouvelle dimension éthique qu'aucune des familles de pensée présentes n'avait globalement. Donc voilà, je dirais, une troisième voie pour opposer, par exemple, un religieux à un non-religieux. Vous parlez de stabilisation des croyances. Oui. Qu'est-ce que c'est la stabilisation des croyances, du point de vue neurobiologique? C'est-à-dire que neurobiologique, ça veut dire que ces croyances vont être stabilisées dans notre cerveau comme un langage. D'ailleurs, Ricoeur lui-même a souvent comparé les systèmes symboliques à des langages. On apprend le chinois, on apprend le tibétain ou l'italien. Eh bien, l'enfant, dans ces périodes de développement précoce, va être en contact avec le système de croyance de ses parents, de son environnement, de son école. Et cet environnement va donc entrer dans son organisation. Du point de vue neurobiologique. Et ça va se manifester par des traces qui seront... Il y a des traces donc, des croyances dans le cerveau? Bien entendu qu'il va y en avoir. Pourquoi pas? Pourquoi je demande. Bien entendu. Et je dirais que ces traces... Des traces visibles où on les voit? Je pense que ce sont des travaux qui sont en cours. Je ne vais pas être trop affirmatif pour dire telle croyance c'est ci, telle croyance c'est ça. Mais je raisonne aussi par analogie avec, encore une fois, l'écriture ou l'apprentissage du langage oral, qui est encore plus fondamental. Et dans ce cas, si vous regardez les traces qui sont mobilisées par exemple, un enfant bilingue précoce et un enfant bilingue tardif, vous allez trouver des différences. C'est-à-dire que le bilingue précoce, les traces vont être très superposées. Un bilingue tardif, les traces entre le premier langage et le second vont être beaucoup plus différentes. Beaucoup plus distinctes. Donc, vous voyez que vous avez des exemples où... qui peuvent se voir empiriquement, non? Bien entendu. Ça se voit par les méthodes d'imagerie. Donc, je ne vais pas vous dire aujourd'hui... Tout est physique à la fin, non, monsieur Changeux? Toute la réalité est à la fin réduisible, on peut la réduire à la réalité physique. Je n'aime pas le mot réduire. Ah bon, je sais. Parce que c'est réductionnisme, on va dire. Ce mot réductionniste ne me convient pas parce que je dirais que je suis à la fois très réductionniste et je suis aussi anti-réductionniste et reconstructeur en quelque sorte. Expliquez un peu. C'est-à-dire que effectivement notre cerveau il est composé de molécules et il n'est composé que de molécules. Je dirais que c'est une machine physico-chimique, même nos états de conscience sont sous le contrôle de mécanismes moléculaires. À titre d'exemple, l'anesthésie générale. Lorsque vous allez vous faire opérer et qu'on va vous faire une incision ou même vous soumettre à des examens douloureux, eh bien, on vous fait subir une anesthésie. Qu'est-ce que c'est qu'une anesthésie générale? C'est une perte de conscience. Donc, on peut contrôler chimiquement
vos états de conscience. C'est vrai aussi pour le sommeil. Qu'est-ce que se passera quand donc si vous voulez, même à ce niveau-là, vous avez des mécanismes physico-chimiques. Oui. Je pense que toutes nos activités cérébrales, puisque vous les voyez par la caméra à position ou avec par résonance magnétique, ça veut dire qu'il y a des états physiques, physico-chimiques qui sont différents. Seulement, il ne faudrait surtout pas avoir l'idée que notre cerveau est un tas de sable. Vous voyez, c'est ce que j'appellerais un matérialisme naïf. Est-ce qu'on pourrait... Quelle est l'image mieux pour le cerveau? C'est une machine? C'est une cathédrale? Je finis là-dessus, parce que c'est quand même très important. C'est effectivement une machine, mais c'est une machine vivante. Où il y a plusieurs niveaux d'organisation emboîtés les uns dans les autres. C'est-à-dire qu'une cellule nerveuse, elle est composée de molécules, comme une bactérie. Personne ne va faire revivre ces idées animistes ou vitalistes comme on le croyait encore il y a 50 ans. C'est terminé. On sait qu'une cellule bactérienne, elle n'est composée que de molécules et qu'on explique tous ces phénomènes physiologiques par des phénomènes physico-chimiques et moléculaires. Même chose pour une cellule nerveuse. Pourquoi aller chercher midi à 14h et quand vous avez des réseaux de cellules nerveuses, ces réseaux de cellules nerveuses sont composés de cellules nerveuses qui elles-mêmes sont composées de molécules, etc. Seulement, ce qu'il faut bien prendre en considération, c'est l'extraordinaire complexité de la machine. Avec ces milliards de connexions et les combinaisons que vous pouvez faire avec elles, vous pouvez, d'après Jerry Edelman, avoir un nombre de combinaisons qui dépasse le nombre de particules chargées positivement dans l'univers. Dans l'univers, hein? Wow. Bon, et alors, on peut déjà faire cette hypothèse en supposant que les changements d'efficacité, ces changements synaptiques sont 0 ou 1, mais en fait, ce n'est pas le cas. On sait qu'ils peuvent être gradués. Donc, ce potentiel combinatoire est absolument gigantesque. Et je dirais que le cerveau de l'homme est peut-être l'objet le plus complexe que l'on connaisse actuellement dans notre univers. Est-ce que l'on arrivera un jour à expliquer, à comprendre toutes les émotions, le plaisir esthétique, l'éthique, le beau, le bien, la vérité? Comprendre tout, oui. Comprendre tout. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que nous sommes des scientifiques et notre but, c'est de progresser dans la connaissance. Bon. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas une vision, je dirais, totalitaire. Je n'essaie pas d'expliquer l'homme, l'univers, comme les théologies essayent de les expliquer. Je suis un scientifique et nous sommes la communauté scientifique, des scientifiques qui essayons de progresser dans la connaissance. Et nous savons que le cerveau est un objet d'une redoutable complexité, d'une redoutable difficulté. Je sais que nous sommes conscients que nous sommes à des balbutiements. On commence à comprendre, on commence à étudier ces divers niveaux. Et on essaye de faire un lien entre le niveau moléculaire et le niveau cognitif. J'ai parlé par exemple de la dyslexie ou de l'autisme. On commence à comprendre qu'il y a des déterminants génétiques pour l'autisme. On comprend aussi qu'ils interviennent dans la formation des synapses, des contacts synaptiques, c'est leur stabilisation. Vous voyez, c'est en relation avec les... Bon, maintenant, une fois on sait ça, on ne sait pas tout, parce qu'il y a encore le lien à établir avec la capacité d'attribution dont on parlait tout à l'heure et qui se trouve altérée chez les enfants autistes et de la relation sociale. Ce n'est pas qu'il y a un problème philosophique ou un problème théologique, quoi que ce soit, c'est simplement que sur le plan de la recherche, nous sommes confrontés à Quelles sont les questions les plus difficiles à résoudre? Une ou deux questions des plus difficiles de la neuroscience de maintenant à résoudre? Déjà, on est sur la question prenons la conscience de soi, par exemple. Oui. Voilà. Alors, on a quelques idées. Avec mon collègue et ami Stanislas Dehaene, nous avons fait une théorie, il y en a d'autres. Francisco Varela avait aussi abordé cette question de réseaux qui seraient des réseaux de neurones à très longue distance qui permettent d'interconnecter les divers territoires de notre cerveau et qui pourraient éventuellement intervenir dans cet espace de travail conscient
Bon, donc voilà, mais maintenant la relation avec le soi et comment le système se réfléchit sur lui-même, là encore, si vous voulez, c'est pas des mystères inaccessibles, c'est des problèmes difficiles à résoudre. Je voudrais que ça soit bien clair. Clarifiez, s'il vous plaît. Et que, il y a beaucoup de préjugés, c'est anti-scientifique et tout ça. Oui, non, pas du tout. Je crois que on peut être, je dirais, un matérialiste éclairé, conscient de ses limites, et savoir que nous connaissons peu et que notre vocation, c'est de comprendre mieux et d'avancer dans ce vrai. Et aussi, je pense que ça, c'est un aspect très intéressant, la responsabilité que nous avons dans notre activité professionnelle. Notre activité professionnelle, c'est de produire des connaissances. Et je pense que nous avons une responsabilité dans l'utilisation de ces connaissances. Hein. Quand un ouvrier construit un vélo, s'il y a une malfaçon et que la personne qui conduit le volant tombe, il va avoir une responsabilité. Nous, c'est pareil. Mais il y a une méfiance peut-être parce que la science, certaines découvertes scientifiques ont abouti par exemple à une bombe d'Hiroshima. Non, ont été détournées. Détournées, mais il y en a beaucoup. On a peur de la génétique, des avancements de la génétique. Oui, mais d'un autre côté, les avancements de la génétique permettent à des millions d'êtres humains de survivre dans des conditions très difficiles. Mais peut-être il y a une réaction instinctive de beaucoup de gens de se méfier. C'est bien d'avoir des limites, non? Oui, je pense qu'on est toujours... C'est pas la méfiance de la science, c'est la méfiance des hommes qui contrôlent du pouvoir. Ça, justement, je pense que nous abordons une question extrêmement importante, puisque nous avons abordé les questions d'éthique. Hein, c'est évident qu'on doit réfléchir aux questions d'éthique, non seulement au niveau du groupe social, hein, par exemple, je dirais le Chili, la France, ou la relation France-Chili, mais ce n'est pas suffisant. Hein, nous devons essayer de réfléchir à une éthique qui dépasse ces frontières et qui est, je dirais, au niveau planétaire. Bon. Une éthique universelle? Mais oui, mais c'est un problème qui n'est pas suffisamment posé et qui est une redoutable difficulté. Vous voyez tout de suite que cet aspect-là, qui d'ailleurs a été pointé par Ricoeur très tôt, puisque il parle de soi-même comme un autre. Hein, bon, il distingue d'ailleurs le soi, le proche et ce qu'il appelle le prochain. Bon, ça peut être une signification un peu théologique, moi je le prends en bon matérialiste, mais pour souligner un aspect qui est extrêmement important de nos relations entre êtres humains. C'est-à-dire que je ne vais pas vous infliger, vous qui êtes en face de moi, des troubles ou des actions qui vont vous faire souffrir juste en face de moi. Par contre, si ça se passe à une certaine distance, si ça passe loin de soi, même si on a la télévision qui nous en parle, finalement, on l'accepte plus facilement. Donc je pense que c'est un vrai problème. Vous parlez que l'art pourrait être la raison communicative. Une force de réconciliation. De communication universelle. Oui. Qui remplacerait la religion peut-être. Hein? Oui. Oui. J'ai senti ça quand j'ai lu ça. Hein? Je pense que cette idée de réconciliation universelle, si vous voulez, est une utopie qui a été évoquée tant par les socialistes que par les grandes religions, qui se veulent toutes être universelles et apporter la paix, alors que souvent, malheureusement, elles apportent des conflits. Il suffit de voir en Irlande, il suffit de voir au Bangladesh, enfin en Inde, et sans parler de l'Irak actuellement et tous les problèmes qui s'y manifestent, ou le Proche-Orient encore plus. Donc il est évident que dans des situations de ce genre, il va falloir trouver des moyens je dirais peut-être d'atténuer des différences culturelles qui entraînent nationalisme et appartenance à un groupe beaucoup trop fermé, restreint, et en même temps penser humain, penser
l'espèce humaine. Nous sommes tous des hommes parce que, là encore, les neurobiologistes parlent, nous avons des cerveaux qui sont construits sur des bases qui sont très communes. La même matière. Bah, c'est le génome humain. Hein? C'est la même matière. Bah, oui, et avec des petites différences, mais quand même, c'est notre cerveau. Et alors, ce que je pense là, il va falloir essayer de faire en sorte que ce qui est plus universel l'emporte dans notre organisation cérébrale et dans nos dispositions éthiques, l'emporte sur ce qui est plus particulier. Et l'art, puisque c'est ça que vous voulez dire, je pense que l'art peut nous apporter cette capacité. Je n'ai pas dit que l'art allait répondre à tout. Non, mais donc la beauté est plus importante que la vérité. Vous pourriez écrire un livre, L'homme de beauté. Hein? Oui, je n'ai pas dit que c'était plus important que la vérité. Ça, je pense qu'en tant que scientifique, pour moi... Et plus important la vérité que la beauté? La vérité est essentielle, la recherche de la vérité. Mais, comme ça a été souligné par Herbert Simon et par d'autres scientifiques comme Poincaré, il peut y avoir une certaine beauté dans la vérité. Ah, ça c'est vrai. Hein? C'est-à-dire que l'équation qui va résoudre élégamment un nombre important de problèmes avec le nombre minimal d'éléments et qui va donc avoir ce principe, en quelque sorte, cette qualité de parcimonie, expliquer beaucoup à partir de peu, mais évidemment après un choix adéquat et une réflexion adéquate. Je pense qu'on tient des éléments de beauté et d'esthétique. Je vais à la beauté. C'est très important. Je suis belle au mortel, disait, comme un rêve de pierre, disait un poème de Baudelaire. Oui. Raison et plaisir. Je vais vous lire ce qu'a écrit une écrivaine française. Oui. Je pense que c'est une romancière, je ne connais pas, mais elle a dit, ces dernières années, dit l'écrivaine, j'ai rencontré des descriptions à la fois purement physiques et philosophiquement théoriques de la manière dont le cerveau assemble l'esprit. Elle se retrouve dans les travaux de Jean-Pierre Changeux. C'est à vous qu'elle se réfère. Quand il décrit les rapports entre les atomes, les dendrites, la perception, la mémoire, les concepts et le monde hors du cerveau, je crois lire la description de ce que j'ai toujours pressenti sans pouvoir le décrire. C'est une romancière qui a écrit ça. C'est très sympathique. Ça. Il écrit sur le monde. Et alors, je voudrais parler du plaisir esthétique. La première question, c'est, vous la posez vous-même, est-ce que le plaisir esthétique, on peut l'expliquer du point de vue neuronal, neurobiologique? Vous savez, j'aime pas les mots d'explication. Mais on peut je pense que comprendre. Est-ce que l'on peut établir un programme de recherche qui nous permette de progresser plus dans humble. La connaissance? C'est bien, c'est bien. Voilà, c'est comme ça que je m'exprimerai. Je dis oui. Oui. Il est évident qu'il y a des travaux qui sont en cours dans ce domaine. J'ai même rassemblé ces travaux en cours dans deux cours au Collège de France sur la neuroesthétique. Donc, j'ai écrit aussi Raison et plaisir. Là, c'était il y a quelques années tout à fait embryonnaire. C'était très spéculatif. Actuellement, il y a des travaux en cours. Il y a des travaux qui se font lorsque un sujet contemple une œuvre et dans cette contemplation va activer telle ou telle aire cérébrale, par exemple reconnaître un visage et en apprécier les qualités esthétiques, et on peut essayer de voir quels sont les corrélats, j'emploie le terme à ce stade parce que justement c'est encore très superficiel, mais on peut aborder les corrélats neuronaux qui interviennent dans la perception d'un visage, d'une œuvre d'art. Je vais vous montrer un exemple. J'ai apporté un petit tableau, c'est pas peut-être le mieux. Je sais que vous aimez beaucoup l'art du XVIIe siècle. Absolument. Pourquoi la peinture du XVIIe siècle? Vous collectionnez parce qu'elle est très humaniste. Humaniste? Ah oui. L'homme est au centre. Absolument. Bien entendu. C'est le grand genre, c'est l'homme et ses faits et gestes. Dans l'histoire, dans la mythologie, dans la religion et dans les faits contemporains, évidemment c'est le roi à l'époque, et ses faits et gestes. Mais je pense qu'il est très important dans cette peinture, c'est cette volonté à la fois de décrire, de peindre l'homme et ses émotions, et aussi de raconter en quelque sorte une histoire, de faire en sorte que par la composition des figures, des traits du visage,
paysage intégré, comme chez Poussin, et de la composition, on signifie quelque chose. Quel est votre peintre favori de ce siècle? Bon, j'aime beaucoup Poussin. Vous avez une émotion esthétique à pleurer aux larmes. J'aime beaucoup Latour. Latour, c'est magnifique. Oui, j'aime énormément. On va montrer une peinture de Latour. C'est une que j'ai trouvée. Je m'excuse, c'est peut-être pas votre favorite, mais... Alors, je regarde ce tableau. C'est un beau tableau, ce visage de cette belle fille qui a la langue ici, dans sa bouche, le bout de la langue. Bon, je regarde ça, spectateur de l'art, et j'ai une émotion. Oui. Alors, je veux que le neurobiologue me l'explique, me dise comment se fait cette émotion. Je ne vais pas vous donner une explication, encore une fois, définitive de ce qui peut se produire dans votre cerveau. D'abord parce que ça peut varier d'un individu à l'autre, mais il y a d'abord le mouvement des yeux. C'est-à-dire que vous explorez la surface du tableau. Alors, d'ailleurs, je vois vos yeux qui se déplacent et qui bougent. Pas spécialement pour regarder ces tableaux, mais si vous regardiez le tableau, je les verrais en fait se promener. Oh, et donc il y a, si vous voulez, à la fois l'ensemble et le détail. C'est-à-dire qu'il y a une exploration du tableau. Je pense que beaucoup pensent que l'œuvre d'art est statique. Ça n'est pas vrai. Lorsqu'on contemple un tableau, comme un tableau de Latour, un tableau de Poussin, il y a une dynamique. Baudelaire l'a dit, comme critique d'art. Il aimait la peinture justement par ça, parce que c'était les... Je dirais peut-être même une mélodie du regard. Ah, c'est beau ça. Une mélodie du regard. Qui vous permet d'aller d'un centre d'intérêt à l'autre et de passer du particulier au global. Et donc ces signaux sont capturés par la rétine. C'est des radiations lumineuses qui sont réfléchies par le tableau, qui entre dans l'œil, dans la mesure où il se trouve positionné par justement ces mouvements des yeux face au tableau, ou à telle partie du tableau, et ensuite, via le nerf optique, on arrive au relais, puis, qu'on appelle le corps genouillé latéral, puis aux aires visuelles, primaires et secondaires, et là, il y a... une analyse de la forme, de la couleur, du mouvement. C'est Mirzeki qui a montré ça. Et on remonte encore et il va y avoir une analyse, une dissection en quelque sorte par nos neurones, par exemple des visages. Certains neurones que nous avons dans le cortex temporal vont réagir au visage, aux mains, certains aux objets techniques, d'autres mais là, ça pose un problème très intéressant, c'est qu'il y a une beauté objective, une beauté... Attendez, c'est-à-dire que ça, je vais répondre à ça tout de suite. Vous remontez donc dans cette analyse et vous arrivez aux parties antérieures de notre cerveau qu'on appelle le cortex frontal, où se produit une synthèse mentale dans l'espace conscient, puisque l'espace conscient mobilise essentiellement, mais pas uniquement, les neurones du cortex frontal. Donc il y a une synthèse mentale qui va se faire. L'inconscient n'existe pas? Et dans cette synthèse mentale, il va y avoir un recrutement des mémoires non conscientes. L'inconscient, non? Oui, je préfère le non conscient, parce qu'inconscient, c'est trop... C'est Freud. Oui, c'est trop marqué idéologiquement. Je dirais non conscient. Et dans ces mémoires non conscientes, il y a évidemment aussi des mémoires émotionnelles. Donc, il va y avoir à la fois recrutement, disons, du cortex frontal et mise en correspondance du cortex frontal cognitif et du système des émotions, le système limbique. Et c'est pour cette raison que j'appelle cette mise en harmonie, en quelque sorte, entre frontal et limbique, raison et plaisir. Cette mise en correspondance un petit peu naïve et simpliste, mais qui est déjà une première étape, pourrait constituer un des traits caractéristiques de la perception esthétique, disons du beau. Alors à la beauté objective, parce qu'il y a beaucoup de cultures, beaucoup de personnes, quelle est la beauté? Pourquoi nous émouvons devant un cadre de Latour? Mais il y a peut-être quelqu'un qui... Il y a plusieurs aspects. Il y a d'abord l'aspect, disons, de mimésis, c'est-à-dire la copie du réel. Dans ce tableau, il y a un visage, et un visage humain reconnaissable. Il n'y a pas que ça.
mais c'est un élément. Oui. Il y a aussi, je dirais, la singularité de l'éclairage. Donc il y a un aspect de nouveauté qui ne se trouve pas dans la nature, etc. Et puis il y a un autre aspect qui pour moi est tout à fait central, et je dirais présente une certaine forme d'universalité, même si certains critiques contemporains peuvent le nier, le rejeter. À côté de l'originalité, de la singularité, il y a ce que les auteurs de la Renaissance ont appelé le consensus partium, c'est-à-dire l'accord, le terme est intéressant, entre les parties et le tout. C'est-à-dire qu'il y a une mise en correspondance entre les divers éléments qui composent. Il y a la notion de composition. Et si vous prenez une œuvre très abstraite, si vous prenez un Kandinsky ou un Jackson Pollock, il y a composition. Ce n'est pas le désordre, ou si c'est un désordre, à ce moment-là, il est vraiment intentionnel et conçu, je dirais, programmé, composé dans son désordre. Et cette notion de composition, je dirais d'harmonie, vous l'avez évidente dans le cas de la musique. Vous avez des dispositions qui sont très largement innées aux harmonies naturelles, qui sont elles-mêmes d'origine physique. Donc on peut concevoir qu'il y a aussi des principes de composition entre les éléments visuel d'un tableau, qui soit dans les couleurs comme dans les formes, qui est une certaine universalité. C'est une hypothèse, c'est une thèse. Et je pense qu'à cet égard, on peut retrouver cette harmonie aussi bien dans un tanka tibétain que dans un bronze du Bénin ou une sculpture de Rodin. Ce ne sera pas exactement les mêmes formes d'expression, mais vous allez retrouver ces rythmes. Vous voyez, le rime, la rime et le rythme. À la fin, donc, si vous voulez, il y a cette espèce de sens poétique. Vous avez commencé par un poème de Nerval. Un poème de Nerval. Qu'est-ce qu'il y a dans la poésie qui fait d'elle une œuvre d'art? Eh bien, justement, il y a ces rythmes, il y a ces sonorités, il y a ces images qui apparaissent dans notre espace conscient. Et je pense qu'il y a des points communs avec, évidemment, la contemplation d'un tableau. C'est-à-dire que l'œuvre d'art de type poétique, c'est les sons qui vont faire apparaître des images, faire germer des images dans notre espace conscient, alors qu'un tableau va être peut-être aussi parfois plus prégnant, en ce sens que c'est notre sens visuel qui va évidemment accéder à cette place et va presque nous imposer ces formes. Mais dans la mesure où il y a une certaine capacité d'interprétation individuelle dans l'œuvre d'art, en dépit de cette universalité, je dirais qu'il y a un pouvoir de rêve, un pouvoir de susciter l'imaginaire, une polysémie de l'œuvre d'art qui va varier d'un individu avec l'autre. Il va constituer aussi un élément très important, comme l'écoute de la poésie. Il y a un élément poétique dans l'œuvre peinte qui est essentiel. Quand vous écoutez, quelle est la musique que vous aimez le plus? Le baroque, c'est la musique que vous préférez? Oh, j'aime bien la musique, mais j'aime bien aussi la musique contemporaine. Certaines formes de Boulez sont intéressantes. Vous écoutez Boulez, oui. Et vous savez déjà ce qui se passe à votre niveau de cerveau. Vous ne perdez pas un peu le plaisir esthétique, le mystère, chez Boulez, il y a évidemment toute une éducation qui est très importante. Oui, je sais, mais justement, il y a un côté parfois très inattendu, très mystérieux, très ciselé dans une œuvre de Boulez. J'aime aussi beaucoup Olivier Messiaen et son œuvre d'orgue. Oui. Et même si vous savez tous les processus chimiques, neuronaux, tout ça, vous ne perdez pas l'innocence dans la perception de l'art? Non, je ne vois pas pourquoi je perdrais quoi que ce soit. Puisque justement, dans la perception de l'art, il y a cette notion de nouveauté, d'innovation et d'inventivité, en quelque sorte, qui va avec
ce pouvoir de rêve, en quelque sorte, que l'œuvre d'art nous apporte, c'est-à-dire de susciter l'imaginaire dans notre cerveau et cette activité spontanée que nous avons avec évidemment cette variation. Au contraire, je trouve que c'est très intéressant de se dire aujourd'hui je vois ce tableau de telle manière, demain je le verrai peut-être autrement. Et c'est ça qui est intéressant dans l'œuvre d'art, avec son côté à la fois universel et extraordinairement personnel. C'est-à-dire que chaque spectateur est une personne, dans le sens où Ricoeur emploie ce terme, avec non seulement ses gènes, non seulement son expérience, non seulement... tout ça, c'est dans les neurones, bien sûr. Tout, c'est neuronal. Non, mais tout c'est dans les neurones, mais c'est pas parce que tout est dans les neurones que tout est résolu. Non, j'ai compris. Et que cette personne peut justement être extraordinairement singulière, unique, et chaque personne humaine est une personne unique, qui est une personne qui est à la fois éminemment sensible et aussi, je dirais, de ce fait, si elle arrive à comprendre, est aussi responsable. Monsieur Changeux, je vous remercie beaucoup de cette conversation pour une nouvelle beauté au Chili. Il y a beaucoup de thèmes qui sont restés pour une prochaine conversation, le rapport entre neurobiologie, mathématiques, etc. Mais on invite nos spectateurs à chercher vos livres et j'espère que vous irez au Chili. Vous irez au Chili bientôt. Oui, j'espère aussi et merci pour Bienvenue au Chili. toutes vos questions qui sont évidemment très intéressantes et j'espère que le public chilien s'intéressera aux neurosciences. Absolument. C'est le but de cet entretien. Absolument. Merci. En souvenir de Varela. Okay. Absolument.